not free, yeah. So I open my eyes and I fall through the sky while the day turns to night. I will fall for my life, flown too close to the sun, falling like it could rush. Now the damage is done. I have burned for my love. I'm on the ground, and if you ask why I don't come around, it's because I can't bear the weight, and I guess I'm afraid of going down, down. And you'll erase a silhouette of me, and I won't leave a trace, and no one knows how far I can fall till there's nothing at all but your face, your face. So I open my eyes and I fall through the sky while the day turns to night. I will fall for my life, flown too close to the sun, falling like it could rush. Now the damage is done. I have burned for my C'est le Black Friday chez Conforama. Et il y a jusqu'à moins 50% sur les cuisines. Venez vite découvrir tous nos modèles sur mesure Maestria. Et oui, jusqu'à moins 50%. C'est ça, le Black Friday chez Conforama. Conforama, jusqu'au 2 décembre. Conditions sur conforama.fr. Conforama, le confort pour tous. Pendant le déstockage Conforama, le pack literie Jupiter Confobed est à moins 50%. 399 €, matelas plus sommier 140, plus 2 oreillers, plus la couette. Voilà une offre qui en donne plus. Conforama, jusqu'au 11 novembre. Conditions sur conforama.fr. 7 octobre 2019. Je suis rendu au lycée Nelson Mandela de Poitiers. Dans un instant, vous allez entendre l'exercice de l'alerte intrusion. Et vous allez entendre les signaux, alerte intrusion, tout ça. Voici l'exercice de l'entraînement de l'alerte intrusion qui se trouve au lycée Nelson Mandela de Poitiers. Allez les garçons, on reprend. Alors, allez, à nouveau. Voilà, je récupère les derniers dossiers, ceux qui n'avaient pas rendu encore leur dossier. Voilà, joli. Ouais, attention, attention. Mathéo, est-ce que tu veux bien fermer la porte s'il te plaît? Alors, comme je vous ai dit ce matin à 8h, on va débuter.
Il manque Ellie, il manque Jimmy. Bon, écoutez, ils vont arriver. Bon. De toute façon, moi j'avais donné les consignes. Comme je vous ai dit à 8h, on va débuter un travail de géométrie. Hein, Axel? Comme je vous ai dit à 8h, on commence un travail de géométrie. Que vous continuerez avec Madame Roy une fois que ce sera fini. Allez les garçons, dépêchez-vous là, installez-vous. Bah, ça va sonner tout à l'heure. Alors pour notre travail ensemble, on va s'inspirer d'un tableau de ce monsieur. Vous avez son nom au tableau, c'est un peintre d'origine hongroise. Et après, plus tard dans sa vie, il a été naturalisé français. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est né en Hongrie et puis qui a eu la nationalité française après. Il s'appelle Vasarely. C'est ce monsieur, c'est un peintre. Et il a fait des tableaux très géométriques avec beaucoup de cercles, beaucoup de carrés, des cubes et ainsi de suite. Il a utilisé des formes géométriques et de la couleur pour faire des tableaux comme ça, voilà, qui sont appréciés de beaucoup de monde. Alors, nous ensemble. Monsieur, ces tableaux, ils sont droits ou il y a du vide? Eh bien, il y en a qui ont une... alors, ils sont toujours plats, mais certains travaux sont en perspective et on a l'impression que c'est en volume. Tu vois, comme un cube, par exemple. Oui. Hein. Alors, on a choisi avec Madame Roy un tableau sur lequel vous allez travailler. Donc, vous allez avoir une feuille comme ça. Et nous, en maths, on va commencer aujourd'hui. On ne fera pas tout aujourd'hui, bien sûr. Hein. En maths, on va faire le tracé au crayon de papier, très fin, à la règle, tout, bien géométrique. Et vous mettrez en couleur avec Madame Roy. Je vous montre tout de suite le tableau que nous avons choisi pour vous. Et puis après, je vous distribue les feuilles et c'est parti. Monsieur, elle arrive quand la truc en l'air construction, je sais pas quoi? Eh ben, quand on entendra le signal. Alors, le tableau qu'on a choisi, c'est celui-ci. Alors, ce tableau, il s'appelle Alphabet, c'est son nom, Alphabet. Et qu'est-ce que vous reconnaissez, ou qu'est-ce que vous connaissez comme forme là-dedans, en levant la main, s'il vous plaît, en levant la main. Élie? Des cubes, des losanges, des cercles. Attends, des cubes? Non, des carrés. Des carrés plutôt, effectivement. Des carrés, des losanges, Il y a des carrés. cercles. Il y a des losanges. S'il y en a un, on mange là. Il y a des losanges, non? Alors moi je leur donnerai un autre nom. C'est ceux-là là. Trapèze. Un autre nom s'il vous plaît. Ils sont un peu trop penchés pour être des losanges. Ouais, Vincent. Parallélépipède. Ah, Un ça carré commence comme comme ça. ça. Ça commence comme ça. Parallélogramme. Ouais, c'est des parallélogrammes ceux-là. Et il y a des rectangles. Il y a des rectangles. Oui, il y a quelques rectangles là, des petits rectangles. Très bien. On a tout dit? Non? Qu'est-ce qui manque? Des cercles. Carré, cercle. Voilà. Bon, alors à votre avis, comment on va s'y prendre nous? Alors, nous on va faire sans la couleur, hein, en crayon de papier. À votre avis, comment on va s'y prendre pour essayer de faire ça sur une grande feuille de canson là, un peu cartonnée? On fait un rectangle d'abord. Alors déjà, il va falloir qu'on trouve la dimension comme ça. Bon, après on va... Oui, Maxence? Après, on dessine les rectangles dans lesquels les formes sont. Ouais. Après, nous, ce qui va être intéressant, c'est de faire les 9 carrés. Vous voyez, il y en a 9. Ils sont un peu décalés. Et ils sont rangés dans 3 colonnes. Vous voyez les 3 colonnes? Donc moi, je vais vous donner les dimensions, là, du grand rectangle, du tableau, en fait. Vous allez dimensionner votre feuille. Et puis, on va faire nos 3 colonnes. Et puis ensuite, on mettra les petites bandes, là. Et on fera nos 9 carrés.
Et après, on aura bien avancé. Alors, je vous dis, il vous faut une grande règle, hein, un crayon de papier bien taillé, une gomme, et puis faites de la place sur vos tables, hein, vous rangez ce qui n'est pas nécessaire. Et moi, je le fais aussi en même temps que vous. J'ai commencé là. Et puis vous mettez votre nom derrière mettez votre nom derrière au crayon de papier aussi. Hein. Je vais ramasser à la fin de là. Ouais, tu peux ranger le cahier, on en a plus pour le moment. Ranger votre cahier, on avait dit c'est pas là. Alors moi j'en ai une. Commence par faire quoi? Ouais. Alors, les dimensions. Alors, les dimensions. Vous prenez votre feuille, s'il vous plaît, dans le sens portrait. Portrait. Donc votre feuille, elle est comme ça. Est-ce que je le laisse ou pas ça? Je vais le laisser quand même. Alors, votre feuille, elle est comme ça. Alors ici, on a 29,7 cm, ça va correspondre à notre largeur. Et en longueur, on n'a pas besoin de toute la feuille. Alors il va falloir... Votre feuille, elle est comme ça. Nous, on a besoin de 31,7. Alors, ça veut dire que vous devez mettre un point à 31,7. Là aussi. Et on va tirer le trait là. Et toute cette bande, on n'en a pas besoin. Alors, un petit quelque chose d'important, on va travailler au millimètre. Travaille au millimètre. Monsieur, comment ça là? Ouais, comme ça, 31,7 il faut mesurer. Peut-être il faut mesurer en 2 fois. Hein. Allez, je te prête la mienne, mais c'est pareil, 31,7. Il faut mesurer en 2 fois. Parce que derrière, comment Jeanne. Non, c'est pour le côté. Tu fais en 2 fois, Mathéo, tu fais 30 et 1,7. Je fais un trait à 30. Ouais. Et après, je fais 1,7. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dedans là? Une petite marque pour les femmes, bien précise. Alors, on ferme les volets s'il vous plaît, on va éteindre les lumières, les téléphones en silencieux. D'accord. On va fermer la porte.
Oh. Caché. Fermez complètement. Caché. Silence, silence. C'est qui tire ma jambe là? Arrête, ouais, tu me devais parler de ma gueule. Toi, ta gueule. Mais la vie de ma mère, il fait trop foutre ce petit, ouais. C'est quoi ça? Tiffany, tu iras expliquer au proviseur adjoint pourquoi t'as pas réussi à faire l'exercice là, comme tout le monde. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah merde.
C'est bon, on ouvre les volets, merci. C'était bien l'exercice. Allez, voilà. Bon, c'était un exercice, hein. L'idée c'est de se préparer voilà, en cas d'intrusion. Et l'idée c'est de se dissimuler, de se faire vraiment oublier. Ah, un exercice c'est pour s'entraîner, donc voilà. C'est de se mettre en situation, hein. C'est ça le travail. Les années où il y a eu des attentats, je peux vous assurer que les élèves ne sont pas comportés comme vous. Ouais. Vraiment pas vous. C'est la mémoire courte, vous étiez jeune, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand il y a eu les attentats du Bataclan, je vous assure que les élèves ne se comportaient pas comme ça. C'est inquiétant. Hein. Il n'y a pas d'attentat en fait. Il y en a eu il n'y a pas longtemps, donc ça peut se reproduire. Là, il y aura un attentat et tout le monde peut sauter. Ben, on ne sait pas, parce que pendant l'exercice, vous n'y arrivez pas. Donc, Enfin, logiquement, ils ont entendu des coups de quand tu as parlé pendant lui. ah, mais logiquement, si on ne s'est pas entraîné avant, c'est difficile de réagir face à une situation d'urgence. Moi, je voulais tout seul. Ouais. Allez, on reprend, c'est bon. Ouais. Pourquoi tu m'as fait 2 bandes, toi T'as bien 31,7 T'as bien 31,7 Je vous explique très vite. Donc c'est un exercice pour voir comment on réagirait en cas d'attaque, si on était attaqué un jour. Ce qui n'arrive presque jamais, mais ce qui arrive très rarement dans certains endroits du monde, c'est arrivé. Donc dans ces cas-là, on s'enferme dans la salle, puisqu'on n'est pas sûr de pouvoir s'enfuir, donc on s'enferme dans la salle, on coupe les portables en mode silencieux, donc soit réunion, soit avion, vous savez, où ça vibre pas, où il n'y a pas de sonnerie, et on garde le silence. Même les mouvements de chaise peuvent faire du bruit. Donc dans ce cas-là, le mieux c'est de garder le silence. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? En situation réelle, si vraiment ça arrive, on s'enfuit, si on peut s'enfuir. Voilà. Là, quand vous êtes en classe au premier étage, vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous enfuir, donc vous vous enfermez. En général, la police arrive dans les 5 minutes, si vraiment il y a un problème. Donc en moins de 5 minutes, on est hors de danger. Mais voilà, dans ces 5 minutes-là où il faut réagir vite et pas faire de bruit. Ça va? Ça vous a pas fait peur? D'accord. Tu vas venir avec moi si tu veux, on va en parler. Non, mais je rigole. D'accord. Tu rigoles à chaque fois que tu parles en fait ou... Ouais, ça arrive. D'accord. Essaye d'être sérieux parce que sinon tout le monde va croire que... On va plus jamais te prendre au sérieux après. C'est pour toi. Oui. C'est parce que ici, en fait, sur le pôle bâtiment, on n'a pas encore de vraie alarme. On n'a pas encore une vraie alarme, tu vois, qui s'entend partout. Donc pour l'instant, on fait au mégaphone, mais après les vacances de la Toussaint, il y aura une vraie alarme qui sera installée. Voilà. Donc en attendant, on faisait comme ça, puisque dans leur situation réelle, on fait comme on peut. Ok. Voilà, bon, on a fait l'exercice. Bon courage à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, Gino, tu fais 30 plus 1,7. Oui. 30. Voilà. C'était l'enregistrement de l'exercice d'alerte intrusion du lycée Nelson Mandela de Poitiers. Donc là, en fait, au début de l'enregistrement, il y avait cours de maths entre 9h et 10h. Puis après, à partir de 9h15, il y avait l'alerte intrusion. Il y avait du silence un petit peu, à part quelques bruits. Et puis après, après l'alerte intrusion, il y avait un monsieur, celui qui est avec le mégaphone, tout ça, qui nous a dit encore une fois ce qu'il faut faire pour l'alerte intrusion. Puis après voilà, c'était la fin de l'enregistrement.
Et pour le prochain enregistrement, et ce spécial sécurité du lycée, ce sera avec l'alarme incendie. Voilà, donc ce sera avec l'alarme incendie, et puis voilà. Nous, quand on va sortir, quand on va sortir de la classe, je laisserai mon dictaphone en classe, caché dans ma sacoche, en laissant le bruit de l'alarme incendie jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Et comme ça, voilà. Fin de l'enregistrement. Et on se retrouve pour l'enregistrement de l'alarme incendie. Fin. Si vous écoutez Nuit des Étoiles Radio et que vous tombez sur la fermeture antenne, écoutez WRN jusqu'à minuit pour en profiter. Et à minuit, remettez Nuit des Étoiles Radio. WRN est ouverte 24h/24 et 7 jours sur 7 sur l'application ou sur nuitdesétoiles.fr. Ce message a été mis par Nuit des Étoiles. La nuit ne s'arrête jamais. Dis-moi vraiment ce que t'attends de moi. Tu m'as vu, je t'ai vu, mais quand est-ce qu'on se voit? Je t'observe bouger, tapis dans le noir. Je veux bien essayer à prendre quelques pas. Et tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Ça se voit. Et tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Got you, got you. 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 Baby, t'as le rythme dans la peau. Ton sourire ajoute ce qu'il faut. Franchement, c'est trop. Y'a des hommes à terre sur ton chemin. Tu les ignores, attends, toi t'es sans gêne. Sans sommation, t'envoies dans le coma. Et tes victimes se comptent par centaines. Pas la peine de tenter de m'assommer. Il ne faut jamais dire fontaine. Pour l'instant, je t'ai pas promis le sommet. Je t'ai juste proposé un cocktail et de Panama de cao. T'as les katas qu'amènent au chaos. Doucement, doucement, juste au chaos. Ce soir, je ne serai pas ton pao. Et de Panama de cao. T'as les katas qu'amènent au chaos. Doucement, doucement, juste au chaos. Ce soir, je ne serai pas ton pao. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser, ça se voit. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser. Got you, 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 got you. Got you, got you, baby, I 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 got you, baby, got you, baby, got you. T'es seul dans ta chambre et tu twerk. Attends, baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Got you, 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 got you. Baby, I 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 got you. T'es seul dans ta chambre et tu twerk. Attends.
c'est le Black Friday chez Conforama. Pour cet événement, voyez grand. La télé UHD connectée Philips 164 cm est à 699 €. Soit 200 € de remise. Et avec la technologie Ambilight. Conforama. Jusqu'au 2 décembre. Conditions sur conforama.fr. Pour rejoindre Nuit des Étoiles Radio par téléphone, appelez le 07 80 57 83 89. Appel gratuit. Avec Conforama, passez un Noël comme jamais. Laissez-vous inspirer pour la déco rêvée. Noël en douceur, chaleureux ou tropical, tous les styles sont dans nos collections décorations. Alors préparez-vous à un Noël comme jamais. Conforama. Jusqu'au 24 décembre. Conditions sur conforama.fr. Dernier épisode de la saison 1 des Nuits de Léa. Épisode 6. Cependant, la voix publique avait fait connaître à l'archidiacre de quelle manière miraculeuse l'Égyptienne avait été sauvée. Quand il apprit cela, il ne sut ce qu'il en éprouvait. Il s'était arrangé de la mort de la Esmeralda. De cette façon, il était tranquille. Il avait touché le fond de la douleur possible. Le cœur humain, dont Claude avait médité sur ces matières, ne peut contenir qu'une certaine quantité de désespoir. Quand l'éponge est imbibée, la mer peut passer dessus sans y faire entrer une larme de plus. Or, la Esmeralda morte, l'éponge était imbibée. Tout était dit pour Don Claude sur cette terre. Mais la sentir vivante, et Phébus aussi, c'étaient les tortures qui recommençaient, les secousses, les alternatives, la vie. Et Claude était las de tout cela. Quand il sut cette nouvelle, il s'enferma dans sa cellule du cloître. Il ne parut ni aux conférences capitulaires, ni aux offices. Il ferma sa porte à tous, même à l'évêque. Il resta muré de cette sorte plusieurs semaines. On le crut malade. Il l'était en effet. Que faisait-il ainsi enfermé? Sous quelle pensée l'infortuné se débattait-il? Livrait-il une dernière lutte à sa redoutable passion? Combinait-il un dernier plan de mort pour elle et de perdition pour lui? Son Jean, son frère chéri, son homme gâté, vint une fois à sa porte, frappa, jura, supplia, se nomma 10 fois. Claude n'ouvrit pas. Il passait des journées entières, la face collée aux vitres de sa fenêtre. De cette fenêtre, située dans le cloître, il voyait la logette de la Esmeralda et la voyait souvent elle-même avec sa chèvre, quelquefois avec Quasimodo. Il remarquait les petits soins du vilain sourd, ses obéissances, ses façons délicates et soumises avec l'Égyptienne. Il se rappelait, car il avait bonne mémoire, lui, et la mémoire est la tourmenteuse des jaloux, il se rappelait le regard singulier du sonneur sur la danseuse un certain soir. Il se demandait quel motif avait pu pousser Quasimodo à la sauver. Il fut témoin de 1000 petites scènes entre la bohémienne et le sourd dont la pantomime, vue de loin et commentée par sa passion, lui parut fort tendre. Il se défiait de la singularité des femmes, alors il sentit confusément s'éveiller en lui une jalousie à laquelle il ne se fût jamais entendu, une jalousie qui le faisait rougir de honte et d'indignation. Passe encore pour le capitaine, mais celui-ci, cette pensée le bouleversait. Ses nuits étaient affreuses. Depuis qu'il savait l'Égyptienne vivante, les froides idées de spectres et de tombes qui l'avaient obsédé un jour entier s'étaient évanouies, et la chair revenait l'aiguillonner. Il se tordait sur son lit de sentir la brune jeune fille si près de lui. Chaque nuit, son imagination délirante lui représentait la Esmeralda dans toutes les attitudes qui avaient le plus fait bouillir ses veines. Il la voyait étendue sur le capitaine poignardé, les yeux fermés, sa belle gorge nue couverte du sang de Phébus, à ce moment de délice où l'archidiacre avait imprimé sur ses lèvres pâles ce baiser dont la malheureuse, quoique à demi morte, avait senti la brûlure. Il la revoyait déshabillée par les mains sauvages des tortionnaires, laissant mettre à nu et emboîter dans le brodequin aux vis de fer son petit pied, sa jambe fine et ronde, son genou souple et blanc. Il revoyait encore ce genou d'ivoire resté seul en dehors de l'horrible appareil de Torterue.
Il se figurait enfin la jeune fille en chemise, la corde au cou, épaules nues, pieds nus, presque nus, comme il l'avait vu le dernier jour. Ces images de volupté faisaient crisper ses poings et courir un frisson de long de ses vertèbres. Une nuit, entre autres, elles échauffèrent si cruellement dans ses artères son sang de vierge et de prêtre qu'il mordit son oreiller, sauta hors de son lit, jeta un surplis sur sa chemise et sortit de sa cellule, sa lampe à la main, à demi nu, effaré, l'œil en feu. Il savait où trouver la clé de la porte rouge qui communiquait du cloître à l'église, et il avait toujours sur lui, comme on sait, une clé de l'escalier des tours. Cette nuit-là, la Esmeralda s'était endormie dans sa logette, pleine d'oubli, d'espérance et de douces pensées. Elle dormait depuis quelque temps, rêvant, comme toujours, de Phébus lorsqu'il lui sembla entendre du bruit autour d'elle. Elle avait un sommeil léger et inquiet, un sommeil d'oiseau. Un rien la réveillait. Elle ouvrit les yeux. La nuit était très noire. Cependant, elle vit à sa lucarne une figure qui la regardait. Il y avait une lampe qui éclairait cette apparition. Au moment où elle se vit aperçue de la Esmeralda, cette figure souffla la lampe. Néanmoins, la jeune fille avait eu le temps de l'entrevoir. Ses paupières se refermèrent de terreur. « Oh !» dit-elle d'une voix éteinte. « Le prêtre !» Tout son malheur passé lui revint comme dans un éclair. Elle retomba sur son lit, glacée. Un moment après, elle sentit le long de son corps un contact qui la fit tellement frémir qu'elle se dressa éveillée et furieuse sur son séant. Le prêtre venait de se glisser près d'elle. Il l'entourait de ses deux bras. Elle voulut crier et ne put. « Va-t'en, monstre, va-t'en, assassin !» dit-elle d'une voix tremblante et basse à force de colère et d'épouvante. « Grâce, grâce !» murmura le prêtre en lui imprimant ses lèvres sur les épaules. Elle lui prit sa tête chauve à deux mains par son reste de cheveux et s'efforça d'éloigner ses baisers comme si c'eût été des morsures. « Grâce !» répétait l'infortuné. « Si tu savais ce que c'est que mon amour pour toi, c'est du feu, du plomb fondu, 1000 couteaux dans mon cœur. » Et il arrêta ses deux bras avec une force surhumaine, éperdue. « Lâche-moi, lui dit-elle, ou je te crache au visage. » Il la lâcha. « Humilie-moi, frappe-moi, sois méchante, fais ce que tu voudras, mais grâce, aime-moi. » Alors elle le frappa avec une fureur d'enfant. Elle raidissait ses belles mains pour lui meurtrir la face. « Va-t'en, démon. Aime-moi, pitié. » criait le pauvre prêtre en se roulant sur elle et en répondant à ses coups par des caresses. Tout à coup, elle le sentit plus fort qu'elle. « Il faut en finir, » dit-il en grinçant des dents. Elle est subjuguée, palpitante, brisée entre ses bras à sa discrétion. Elle sentait une main lascive s'égarer sur elle. Elle fit un dernier effort et se mit à crier. « Au secours, à moi, un vampire, un vampire !» Rien ne venait. Djali seul était éveillé et bêlait avec angoisse. « Tais-toi !» disait le prêtre haletant. Tout à coup, en se débattant, en rampant sur le sol, la main de l'égyptienne rencontra quelque chose de froid et de métallique. C'était le sifflet de Quasimodo. Elle le saisit avec une convulsion d'espérance, le porta à ses lèvres et y siffla de tout ce qui lui restait de force. Le sifflet rendit à son clair, aigu, perçant. « Qu'est-ce que cela ?» dit le prêtre. Presque au même instant, il se sentit enlevé par un bras vigoureux. La cellule était sombre. Il ne put distinguer nettement qui le tenait ainsi. Mais il entendit des dents claquer de rage, et il y avait juste assez de lumière éparse dans l'ombre pour qu'il vît briller au-dessus de sa tête une large lame de coutelas. Le prêtre crut apercevoir la forme de Quasimodo. Il supposa que ce ne pouvait être que lui. Il se souvint d'avoir trébuché en entrant contre un paquet qui était étendu en travers de la porte en dehors. Cependant, comme le nouveau venu ne proférait pas une parole, il ne savait que croire. Il se jeta sur le bras qui tenait le coutelas en criant « Quasimodo !» Il oubliait en ce moment de détresse que Quasimodo était sourd. En un clin d'œil, le prêtre fut terrassé et sentit un genou de plomb s'appuyer sur sa poitrine. À l'empreinte anguleuse de ce genou, il reconnut Quasimodo. Mais que faire? Comment de son côté être reconnu de lui? La nuit faisait le sourd aveugle. Il était perdu,
la jeune fille, sans pitié, comme une tigresse irritée, n'intervenait pas pour le sauver. Le coutelas se rapprochait de sa tête. Le moment était critique. Tout à coup, son adversaire parut pris d'une hésitation. « Pas de sang sur elle », dit-il d'une voix sourde. C'était en effet la voix de Quasimodo. Alors le prêtre sentit la grosse main qui le traînait par le pied hors de la cellule. C'est là qu'il devait mourir. Heureusement, pour lui, la lune venait de se lever depuis quelques instants. Quand ils eurent franchi la porte de la logette, son pâle rayon tomba sur la figure du prêtre. Quasimodo le regarda en face, un tremblement le prit, il lâcha le prêtre et recula. L'Égyptienne, qui s'était avancée sur le seuil de la cellule, vit avec surprise les rôles changer brusquement. C'était maintenant le prêtre qui menaçait, Quasimodo qui suppliait. Le prêtre, qui accablait le sourd de gestes de colère et de reproche, lui fit violemment signe de se retirer. Le sourd baissa la tête, puis il vint se mettre à genoux devant la porte de l'Égyptienne. « Monseigneur, dit-il d'une voix grave et résignée, vous ferez après ce qu'il vous plaira, mais tuez-moi d'abord. » En parlant ainsi, il présentait au prêtre son coutelas. Le prêtre, hors de lui, se jeta dessus, mais la jeune fille fut plus prompte que lui. Elle arracha le couteau des mains de Quasimodo et éclata de rire avec fureur. « Approche, dit-elle au prêtre. » Elle tenait la lame haute. Le prêtre demeura indécis. Elle l'eût certainement frappé. « Tu n'oserais plus approcher. Lâche, lui cria-t-elle. Puis elle ajouta avec une expression impitoyable, et sachant bien qu'elle allait percer de 1000 fers rouges le cœur du prêtre. « Ah, je sais que Phébus n'est pas mort. » Le prêtre renversa Quasimodo à terre d'un coup de pied et se replongea en frémissant de rage sous la voûte de l'escalier. Quand il fut parti, Quasimodo ramassa le sifflet qui venait de sauver l'Égyptienne. Il se rouillait, dit-il en lui rendant. Puis, il la laissa seule. La jeune fille, bouleversée par cette scène violente, tomba épuisée sur son lit et se mit à pleurer à sanglots. Son horizon redevenait sinistre. De son côté, le prêtre était rentré à tâtons dans sa cellule. C'en était fait. Don Claude était jaloux de Quasimodo. Il répéta d'un air pensif sa fatale parole. Personne ne l'aura. Depuis que Pierre Gringoire avait vu comment toute cette affaire tournait, et que décidément il y aurait cordes, pendaisons et autres désagréments pour les personnages principaux de cette comédie, il ne s'était plus soucié de s'en mêler. Les truands, parmi lesquels il était resté considérant qu'en dernier résultat c'était la meilleure compagnie de Paris, les truands avaient continué de s'intéresser à l'Égyptienne. Il avait trouvé cela fort simple de la part de gens qui n'avaient comme elle d'autres perspectives que Charmolue et Torterue et qui ne chevauchaient pas comme lui dans les régions imaginaires entre les deux ailes de Pégasus. Il avait appris par leurs propos que son épousé au pot cassé s'était réfugié dans Notre-Dame et il en était bien aise. Mais il n'avait pas même la tentation d'y aller voir. Il songeait quelquefois à la petite chèvre et c'était tout. Du reste, le jour, il faisait des tours de force pour vivre et la nuit, il élucubrait un mémoire contre l'évêque de Paris car il se souvenait d'avoir été inondé par les roues de ses moulins et il lui en gardait rancune. Il s'occupait aussi de commenter le bel ouvrage de Baudry le Rouge, évêque de Noyon et de Tournai, Découpa Petrarum, de la coupe des pierres, ce qui lui avait donné un goût violent pour l'architecture. Penchant qui avait remplacé dans son cœur sa passion pour l'hermétisme, dont il n'était d'ailleurs qu'un corollaire naturel, puisqu'il y a un lien intime entre l'hermétique et la maçonnerie. Gringoire avait passé de l'amour d'une idée à l'amour de la forme de cette idée. Un jour, il s'était arrêté près de Saint-Germain-l'Auxerrois à l'angle d'un logis qu'on appelait le Fort-l'Évêque, lequel faisait face à un autre qu'on appelait le Fort-le-Roi. Il y avait à ce Fort-l'Évêque une charmante chapelle du XIVe siècle dont le chevet donnait sur la rue. Gringoire en examinait dévotement les sculptures extérieures. Il était dans un de ces moments de jouissance égoïste, exclusive, suprême, où l'artiste ne voit dans le monde que l'art et voit le monde dans l'art. Tout à coup, il sent une main se poser gravement sur son épaule. Il se retourne. C'était son ancien ami, son ancien maître,
Monsieur l'archidiacre. Il resta stupéfait. Il y avait longtemps qu'il n'avait vu l'archidiacre, et Don Claude était un de ces hommes solennels et passionnés dont la rencontre dérange toujours l'équilibre d'un philosophe sceptique. L'archidiacre garda quelques instants un silence pendant lequel Gringoire eut le loisir de l'observer. Il trouva Don Claude bien changé, pâle, comme un matin d'hiver, les yeux caves, les cheveux presque blancs. Ce fut le prêtre qui rompit encore le silence en disant d'un ton tranquille mais glacial: « Comment vous portez-vous, maître Pierre ?» « Ma santé ?» répondit Gringoire. « Eh, on en peut dire ceci et cela. Toutefois, l'ensemble est bon. Je ne prends trop de rien. Vous savez, maître, le secret de se bien porter, selon Hippocrate, c'est que mets, boisson, sommeil, amour, tout soit modéré. » « Vous n'avez donc aucun souci, maître Pierre ?» reprit l'archidiacre en regardant fixement Gringoire. « Ma foi, non. » Les nuits de Léa sur Vibration. Vibration, vibrons ensemble. Vous écoutez les nuits de Léa sur Vibration. Vibration, vibrons ensemble. Et que faites-vous maintenant ? Vous le voyez, mon maître ? J'examine la coupe de ces pierres et la façon dont est fouillé ce bas-relief. Le prêtre se mit à sourire. Et ce sourire amer qui ne relève qu'une des extrémités de la bouche. « Et cela vous amuse ? C'est le paradis !» s'écria Gringoire. Et se penchant sur les sculptures, avec la mine éblouie d'un démonstrateur de phénomènes vivants. « Est-ce donc que vous ne me trouvez pas, par exemple, cette métamorphose de basse-taille exécutée avec beaucoup d'adresse, de milliardise et de patience ? Regardez cette colonnette. Autour de quel chapiteau avez-vous vu feuilles plus tendres et mieux caressées du ciseau ? Voici 3 rondes de bosses de Jean Malvin. Ce ne sont pas les plus belles œuvres de ce grand génie. Néanmoins, la naïveté, la douceur des visages, la gaieté des attitudes et des draperies, et cet agrément inexplicable qui se mêle dans tous les défauts, rendent les figurines bien égayées et bien délicates. Peut-être même trop. Vous trouvez que ce n'est pas divertissant ? Si fait, dit le prêtre. Et si vous voyez l'intérieur de la chapelle, reprit le poète avec son enthousiasme bavard. Partout des sculptures, c'est touffu comme un cœur de chou. L'abside est d'une façon fort dévote et si particulière que je n'ai rien vu de même ailleurs. Don Claude l'interrompit. Vous êtes donc heureux ? Gringoire répondit avec feu. En honneur, oui. J'ai d'abord aimé des femmes, puis des bêtes. Maintenant, j'aime des pierres. C'est tout aussi amusant que les bêtes et les femmes. Et c'est moins perfide. Le prêtre mit sa main sur son front. C'était son geste habituel. En vérité. Tenez, dit Gringoire, on a des jouissances. Il prit le bras du prêtre qui se laissait aller et le fit entrer sous la tourelle de l'escalier du Fort-l'Évêque. Voilà un escalier. Chaque fois que je le vois, je suis heureux. C'est le degré de la manière la plus simple et la plus rare de Paris. Toutes les marches sont par-dessous délabrées, délardées. Sa beauté et sa simplicité consistent dans les girons de l'une et de l'autre, portant un pied ou environ, qui sont entrelacés, enclavés, emboîtés, enchaînés, enchâssés, entretaillés l'un dans l'autre, et s'entremordent d'une façon vraiment ferme et gentille. Et vous ne désirez rien ? Non. Et vous ne regrettez rien ? Ni regret ni désir. J'ai arrangé ma vie. Ce qu'arrangent les hommes, dit Claude, les choses le dérangent. Je suis un philosophe pyrrhonien, répondit Gringoire, et je tiens tout en équilibre. Et comment la gagnez-vous, votre vie ? Je fais encore ça et là des épopées et des tragédies, mais ce qui me rapporte le plus, c'est l'industrie que vous me connaissez, mon maître. Porter des pyramides de chaises sur mes dents, le métier est grossier pour un philosophe. C'est encore de l'équilibre, dit Gringoire. Quand on en a une pensée, on la retrouve en tout. Je le sais, répondit l'archidiacre. Après un silence, le prêtre reprit. Vous êtes néanmoins assez misérable. Misérable, oui. Malheureux, non. En ce moment, un bruit de chevaux se fit entendre, et nos 2 interlocuteurs virent défiler au bout de la rue une compagnie des archers de l'ordonnance du roi, des lances hautes, l'officier en tête. La cavalcade était brillante et résonnait sur le pavé.
Comme vous regardez cet officier, dit Gringoire à l'archidiacre, c'est que je crois le reconnaître. Comment le nommez-vous? Je crois, dit Claude, qu'il s'appelle Phébus de Châteaupers. Phébus? Un nom de curiosité. Il y a aussi Phébus, comte de Foix. J'ai souvenir d'avoir connu une fille qui ne jurait que par Phébus. Venez-vous-en, dit le prêtre. J'ai quelque chose à vous dire. Depuis le passage de cette troupe, quelque agitation perçait sous l'enveloppe glaciale de l'archidiacre. Il se mit à marcher. Gringoire le suivait, habitué à lui obéir, comme tout ce qui avait approché une fois cet homme plein d'ascendant. Ils arrivèrent en silence jusqu'à la rue des Bernardins, qui était assez déserte, dont Claude s'y arrêta. « Qu'avez-vous à me dire, mon maître ?» lui demanda un Gringoire. « Est-ce que vous ne trouvez pas, répondit l'archidiacre d'un air de profonde réflexion, que l'habit de ces cavaliers que nous venons de voir est plus beau que le vôtre et que le mien ?» Gringoire hocha la tête. « Ma foi, j'aime mieux ma gonelle jaune et rouge que ces écailles de fer et d'acier. Beau plaisir de faire en marchant le même bruit que le quai de la ferraille par un tremblement de terre. Donc, Gringoire, vous n'avez jamais porté envie à ces beaux fils en hoquetons de guerre? Envie de quoi, monsieur l'archidiacre? De leur force, de leur armure, de leur discipline? Mieux valent la philosophie et l'indépendance en guenilles. J'aime mieux être tête de mouche que queue de lion. Cela est singulier, dit le prêtre rêveur. Une belle livrée est pourtant belle. Gringoire, le voyant pensif, le quitta pour aller admirer le porche d'une maison voisine. Il revint en frappant des mains. Si vous étiez moins occupé des beaux habits des gens de guerre, monsieur l'archidiacre, je vous prierais d'aller voir cette porte. Je l'ai toujours dit, la maison du sieur Aubry a une entrée la plus superbe du monde. Pierre Gringoire, dit l'archidiacre, qu'avez-vous fait de cette petite danseuse égyptienne? La Esmeralda? Vous changez bien brusquement de conversation. N'était-elle pas votre femme? Oui, au moyen d'une cruche cassée. Nous en avions pour 4 ans. À propos, ajouta Gringoire en regardant l'archidiacre d'un air à demi goguenard, vous y pensez donc toujours? Et vous? Vous n'y pensez plus? Peu. J'ai tant de choses. Mon Dieu, que la petite chèvre était jolie. Cette bohémienne ne vous avait-elle pas sauvé la vie? C'est par Dieu vrai. Eh bien, qu'est-elle devenue? Qu'en avez-vous fait? Je ne vous dirai pas. Je crois qu'ils l'ont pendue. Vous croyez? Je ne suis pas sûre. Quand j'ai vu qu'ils voulaient pendre les gens, je me suis retirée du jeu. C'est là tout ce que vous en savez? Attendez donc. On m'a dit qu'elle s'était réfugiée dans Notre-Dame et qu'elle y était en sûreté. Et j'en suis ravie. Et je n'ai pu découvrir si la chèvre s'était sauvée avec elle, et c'est tout ce que j'en sais. Je vais vous en apprendre davantage, cria donc Claude, et sa voix, jusqu'alors basse, lente et presque sourde, était devenue tonnante. Elle est en effet réfugiée dans Notre-Dame, mais dans 3 jours la justice l'y reprendra, et elle sera pendue en grève. Il y a arrêt du Parlement. Voilà qui est fâcheux, dit Gringoire. Le prêtre, en un clin d'œil, était redevenu froid et calme. Et qui diable, reprit le poète, s'est donc amusé à solliciter un arrêt de réintégration? Est-ce qu'on ne pouvait pas laisser le Parlement tranquille? Qu'est-ce que cela fait qu'une pauvre fille s'abrite sous les arcs-boutants de Notre-Dame à côté des nids d'hirondelles? Il y a des satans dans le monde, répondit l'archidiacre. Cela est diablement mal émanché, observa Gringoire. L'archidiacre reprit après un silence. Donc, elle vous a sauvé la vie? Chez mes bons amis les truandiers. Un peu plus, un peu moins, j'ai été pendu. Il en serait fâché aujourd'hui. Est-ce que vous ne voulez rien faire pour elle? Je ne demande pas mieux, donc Claude. Mais si je vais m'entortiller une vilaine affaire autour du corps? Qu'importe. Bah, qu'importe. Vous êtes bon, vous, mon maître. J'ai de grands ouvrages commencés. Le prêtre se frappa le front. Malgré le calme qu'il affectait, de temps en temps, un geste violent révélait ses convulsions intérieures. Comment la sauver? Gringoire lui dit. Mon maître, je vous répondrai. Il padelt, ce qui veut dire en turc, Dieu est notre espérance. Comment la sauver? Répéta Claude rêveur. Gringoire à son tour se frappa le front. Écoutez mon maître, j'ai de l'imagination, je vais vous trouver des expédients. Si on demandait la grâce au roi, à Louis XI, une grâce? Pourquoi pas? Apprendre son os au tigre. Gringoire se mit à chercher de nouvelles solutions.
Eh bien, tenez, voulez-vous que j'adresse aux matrones une requête avec déclaration que la fille est enceinte ? Cela fit étinceler la creuse prunelle du prêtre. Enceinte ? Drôle. Est-ce que tu en sais quelque chose ? Gringoire fut effrayé de son air. Il se hâta de dire « Oh, non pas moi. Notre mariage était un vrai mariage fait avec ceux du dehors. Je suis resté dehors, mais enfin, on obtiendrait un sursis. Folie, infamie, tais-toi. Vous avez tort de vous fâcher, grommela Gringoire. On obtient un sursis. Cela ne fait de mal à personne et cela fait gagner 40 deniers parisis aux matrones qui sont de pauvres femmes. » Le prêtre ne l'écoutait pas. « Il faut pourtant qu'elle sorte de là, murmura-t-il. L'arrêt est exécutoire sous 3 jours. D'ailleurs, il n'y aurait pas d'arrêt, ce Quasimodo. Les femmes ont des goûts bien dépravés. » Il haussa la voix. « Maître Pierre, j'y ai bien réfléchi. Il n'y a qu'un moyen de salut pour elle. Lequel ? Moi, je n'en vois plus. Écoutez, Maître Pierre, souvenez-vous que vous lui devez la vie. Je vais vous dire franchement mon idée. L'église est guettée jour et nuit. On n'en laisse sortir que ceux qu'on y a vus entrer. Vous pourrez donc entrer, vous viendrez, je vous introduirai près d'elle. Vous changerez d'habit avec elle. Elle prendra votre pourpoint. Vous prendrez sa jupe. Cela va bien jusqu'à présent, observa le philosophe. Et puis, elle sortira avec vos habits. Vous resterez avec les siens. On vous pendra peut-être, mais elle sera sauvée. Gringoire se gratta l'oreille avec un air très sérieux. « Tiens, dit-il, voilà une idée qui ne me serait jamais venue toute seule. » À la proposition inattendue de Don Claude, la figure ouverte et bénigne du poète s'était brusquement rembrunie, comme un riant paysage d'Italie quand il survient un coup de vent malencontreux qui écrase un nuage sur le soleil. « Eh bien, Gringoire, que dites-vous du moyen ? Je dis, mon maître, qu'on ne me prendra pas peut-être, mais qu'on m'en pendra indubitablement. » Cela ne vous regarde pas. La peste, dit Gringoire. Elle vous a sauvé la vie. C'est une dette que vous payez. Il y en a bien d'autres que je ne paie pas. Maître Pierre, il faut absolument. L'archidiacre parlait avec empire. Écoutez donc, Claude, répondit le poète tout consterné. Vous tenez à cette idée et vous avez tort. Je ne vois pas pourquoi je me ferais pendre à la place d'un autre. Qu'avez-vous donc tant qui vous attache à la vie? Ah, 1000 raisons. Lesquelles, s'il vous plaît? Lesquelles? L'air, le ciel, le matin, le soir, le clair de lune, mes bons amis les truands, nos gorges chaudes avec les vilotières, les belles architectures de Paris à étudier, trois gros livres à faire, dont un contre l'évêque et ses moulins, que sais-je, moi. Anaxagoras disait qu'il était au monde pour admirer le soleil. Et puis, j'ai le bonheur de passer toutes mes journées du matin au soir avec un homme de génie qui est moi, et c'est fort agréable. Tête à faire un grelot, grommela l'archidiacre. Eh, parle, cette vie que tu te fais si charmante, qui te l'a conservée? À qui dois-tu de respirer cet air, de voir ce ciel, et de pouvoir encore amuser ton esprit d'alouettes, de billes vesées et de folie? Sans elle, où serais-tu? Tu veux donc qu'elle meure? Elle part, qui tu es vivant? Qu'elle meure, cette créature, belle, douce, adorable, nécessaire à la lumière du monde, plus divine que Dieu, tandis que toi, demi-sage et demi-fou, vaine ébauche de quelque chose, espèce de végétal qui croit marcher et qui croit penser, tu continueras à vivre avec la vie que tu lui as volée, aussi inutile qu'une chandelle en plein midi? Allons, un peu de pitié. Gringoire, sois généreux à ton tour. C'est elle qui a commencé. Le prêtre était véhément. Gringoire l'écouta d'abord avec un air indéterminé, puis il s'attendrit et finit par faire une grimace tragique qui fit ressembler sa blême figure à celle d'un nouveau-né qui a la colique. « Vous êtes pathétique, dit-il en essuyant une larme. Eh bien, j'y réfléchirai. C'est une drôle d'idée que vous avez eue là. Après tout, poursuivit-il après un silence, qui sait, peut-être ne me pendront-ils pas? N'épouse pas toujours qui fiance. Quand ils me trouveront dans cette logette, si grotesquement affublée, en jupe et en coiffe, peut-être éclateront-ils de rire. Et puis, s'ils me pendent, eh bien, la corde, c'est une mort comme une autre. Ou, pour mieux dire, ce n'est pas une mort comme une autre. C'est une mort digne du sage qui a oscillé toute sa vie, une mort qui n'est ni chair ni poisson,
Comme l'esprit du véritable sceptique, une mort toute empreinte de pyrrhonisme et d'hésitation, qui tient le milieu entre le ciel et la terre, qui vous laisse en suspens. C'est une mort de philosophe, et j'y étais prédestiné peut-être. Il est magnifique de mourir quand on a vécu. Le prêtre l'interrompit. Est-ce convenu ?